mon kiki. On revient sur YouTube petit à petit, accompagné d'un thé, n'est-ce pas? Anyway, let's go. Hello toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur ma chaîne. C'est parti aujourd'hui pour l'une des vidéos les plus attendues du début d'année. J'ai nommé les meilleures lectures de 2023. J'ai aujourd'hui une sélection de 10 livres, 10 romans plus exactement, tous m'ayant marqué positivement l'année dernière. Je t'avoue que cette année a été plutôt moyenne. La plupart de mes lectures en fait sont restées assez... moyennes en fait, elles sont restées fades sur mon palais, si je peux me permettre. Je les aime, mais c'était pas wow non plus. Bref, on va se concentrer sur le positif et on va commencer tout de suite avec mes 10 lectures les plus marquantes de l'année 2023. Commençons tout de suite avec Juniper and Thorn de Eva Reid. Dans ce roman, on retrouve Marlene Shen et ses 2 sœurs qui sont 3 sorcières sous la coupe d'un père tyrannique, lui aussi sorcier. Elles jonglent entre les remèdes archaïque pour les clients et les caprices de son père tyrannique. Cependant, ces escapades nocturnes vont la conduire un jour à une histoire d'amour très passionnée, c'est le cas de le dire, avec un danseur, et cela va mettre en péril sa vie et la ville tout entière qui est prise un petit peu entre tradition et progrès. Bon, comment te parler de ce livre? C'est une histoire assez bizarre et très étrange même. L'autrice a un style d'écriture très précis, presque chirurgical, c'est-à-dire il n'y a pas de demi-mesure dans ce qu'elle dit. Elle va utiliser habilement la noirceur narrative pour dépeindre des scènes qui donnent des frissons. Tu l'auras compris, c'est un roman qu'on peut presque classer dans de l'horreur. Ce n'est pas forcément un roman d'horreur, mais il comporte for sure des nombreux comportements horrifiques. Je vais recommander cette lecture aux amoureux de contes fairy-talesques, on va dire, et surtout checkez les trigger warnings avant de vous lancer, ce n'est assurément pas une histoire pour tout le monde. The Getaway de Lamar Gill. The Getaway va raconter l'histoire de Jay et de sa bande d'amis qui vivent et travaillent au sein d'une sorte de méga parc d'attractions dans un futur proche où l'effondrement des sociétés est proche. Tellement proche qu'ils vont le vivre, se voir enfermés dans ce parc et mis au service et à la complète disposition d'une clientèle riche, raciste et esclavagiste qui va s'y installer. C'est une dystopie avec une plume exquise, vraiment exquise, qui, en se basant sur notre réalité actuelle, va imaginer un monde dans un futur proche. Et le plus terrifiant, les gars, c'est que ça m'a semblé tout à fait plausible. J'ai adoré détester cette lecture. Bien sûr, comme le précédent, il y a beaucoup de violence, c'est de l'adulte, donc pas forcément pour tout le monde, désolé. Les enfants des sables mouvants. On y suit Simi, qui, le temps d'un été, va aller vivre dans un village paisible, bercé uniquement par les sons de la nature. Simi, étant curieuse, va désobéir à sa grand-mère qui l'accueille et s'aventurer dans une exploration interdite qui va la conduire à un périple fantastique déclenché par une rencontre avec un sable mouvant rouge près d'un mystérieux lac. Cette fois-ci, c'est pour tout le monde. Une fois n'est pas coutume, ça fait plaisir. C'est un récit jeunesse, tout doux, avec des enjeux empreints de croyances et de contes originaires de l'actuel Nigeria. Et pour le coup, comme je le disais juste avant, je le recommande vraiment à tout le monde, tant que tu n'es pas anti-roman jeunesse. Je sais qu'il y a certains adultes qui sont en mode « Non, mais moi je peux pas lire de la jeunesse ». Ne sois pas comme ça. Lis des romans jeunesse, de temps en temps ça fait énormément de bien. On passe maintenant à This Woven Kingdom de Tahereh Mafe. Alors, pour celui-ci, on est dans un synopsis des plus classiques. On suit Alizée, qui est considérée comme une servante jetable et est en réalité l'héritière d'un ancien royaume de djinns. Le prince héritier du royaume dans lequel elle vit, qui s'appelle Kamran, est préoccupé par des prophéties qui annoncent la mort de son roi et va se trouver intrigué par cette jeune fille aux yeux étranges. Alizée va changer apparemment le destin de son royaume et du monde entier. Sachez que malgré le fait qu'il se retrouve dans mes meilleures lectures de l'année, pour ce livre j'ai hésité entre 3 étoiles et 5 étoiles. C'est la première fois que ça m'arrive. Déjà, c'est un livre qui a des grosses vibes de fairy tale, mais dans une sorte de monde perse. Le world building était plutôt sympathique, avec un lore assez original, peut-être un peu léger, mais moi j'ai quand même beaucoup aimé. C'est relativement simple quand on y pense, ça va revenir, mais la plume, les descriptions, tout est très visuel, tout est très bien fait. En fait, la plume
est phénoménal, j'ai trouvé. C'était ma première lecture de cette autrice et j'ai trouvé qu'elle maîtrise son récit. En plus, il est divers, donc ça fait plaisir. Je valide complètement et je recommande. Par contre, je tiens à le dire, hein, c'est pas parce que c'est dans mon top 10 que c'est parfait. La romance ne m'a pas convaincue du tout. On a eu un insta love du personnage masculin qui était assez ridicule et l'introduction d'un antagoniste qui va obviously devenir un love interest. Donc on est fatigué en fait. Tu vois devenir le triangle amoureux et je vous avoue que j'aime pas trop ça. Mais bon, j'ai le tome 2, je vais lire la suite. Et dernier point négatif. Oui, je sais, c'est censé être un top 10 et je parle des points négatifs. Je préfère être honnête avec vous, tous les livres que j'aime ne sont pas parfaits, donc je vais vous dire la vérité en fait. Donc, point négatif concernant la fin. Après avoir 75% du livre qui prend son temps, je trouve que la fin a été assez rushée et un petit peu brouillonne. C'est-à-dire que j'ai compris tout ce qui se passait, mais pas grand-chose ne faisait sens. Il y avait des miscommunication tropes que je déteste, qui aggravaient tout, donc parfois j'avais la flemme. Mais de façon générale, en fait, j'ai quand même beaucoup aimé ma lecture, donc je vous le recommande quand même. Delicious Monsters. On y suit Daisy, qui voit des fantômes. Elle va se réfugier dans la baraque que sa mère a héritée dans le nord de l'Ontario après une rupture super difficile. Entre parenthèses, pour les gens que ça trigger, une rupture super difficile avec un petit ami qui est beaucoup trop âgé pour elle. Voilà. Il y a la présence de ça. Et c'est assez dur à lire. Bref, elle y découvre des secrets dans les murs qui vont au-delà de ses expériences surnaturelles. Une décennie plus tard, on va suivre cette fois-ci Britney, qui en a marre de sa mère abusante. J'ai dit abusante, oui, je sais pas comment on dit en français, on dit abusive en anglais, et comme j'ai lu en anglais, j'arrive pas à faire la traduction, I'm sorry. Et sa mère est aussi une autrice à succès qui prétend avoir vu la lumière à Miracle Mansion et sa fille en fait sait que c'est du pipeau. Donc elle va décider que la nouvelle saison de sa série web populaire va révéler ce qui est arrivé à une jeune fille noire dans la même baraque, la Miracle Mansion, 10 ans plus tôt, et finalement dénoncer les mensonges de sa mère. Au fur et à mesure qu'elle s'embourbe davantage dans l'enquête, elle va devoir décider quelle histoire elle pourra mettre en lumière, la sienne ou celle de Daisy qui a vécu 10 ans plus tôt. Et donc tu l'auras compris, pendant qu'on suit Britney dans le présent, quelque part, dans le passé, on va suivre l'histoire de Daisy qui se déroule un petit peu en parallèle. Et entre les deux lignes temporelles, on pourra voir se former des liens. Bon, ce fut un peu lent, mais ça ne m'a pas dérangé. L'autrice en fait se sert d'un récit horrifique, soft, pour évoquer plusieurs problématiques de la vie. Les personnages principaux sont tous féminins, ce que j'ai apprécié. On apprend à comprendre leurs traumas, d'où ils viennent et comment est-ce qu'elles se le transmettent de génération en génération. Le tout dans une ambiance dark, dérangeante et intrigante. Si vous voulez une ambiance gothique, spooky mais pas trop, avec un sous-ton très militant, This book is for you. Pays de rouille de Gwendolyn Kist. Alors ici on suit Phoebe, dans une petite ville de l'Ohio pendant son adolescence. L'été de la terminale, les jeunes filles de la ville commencent à changer physiquement de façon très bizarre. Dans Les filles de rouille de Gwendolyn Kist, on dessine un tableau des luttes, des évolutions au sein de petites communautés américaines pendant les années 80. Au cœur de cette trame narrative, les thèmes brûlants du livre sont la mutation, la misogynie, intériorisée surtout, et le patriarcat. L'ouvrage va scruter avec profondeur, selon moi, le contrôle exercé sur les corps des femmes, et c'est aussi d'ailleurs un phénomène auquel les mamans de ces jeunes filles prennent part, et ça m'a beaucoup brisé le cœur. Bref, on a aussi l'industrialisation et la pollution qui sont présents, qui mériteraient selon moi un approfondissement, mais c'est quand même des thèmes assez récurrents que tu retrouveras dans ce livre-là. On a des personnages qui sont bien que développés, affichent parfois des incohérences, j'ai trouvé, et en fait j'étais assez perdue, je vous avoue, dans le sens où je voyais des incohérences dans les personnages, mais parfois j'avais l'impression que ça les rendait encore plus humains, tu vois. Parce que dans la vie de tous les jours, parfois nous-mêmes on est incohérents et les incohérences des personnages étaient tout à fait probables. Donc j'avais du mal à me dire, est-ce que c'est l'autrice qui a mal géré son personnage ou est-ce que en fait c'est réfléchi? Je ne sais pas. Par contre, si on peut avoir un point 100% positif sur lequel je n'ai rien à redire, c'est l'aspect du body horror qui est magnifiquement décrit. Il va explorer même les confins de la beauté dans l'horreur. Je crois que c'est l'un de mes thèmes favoris de 2023. J'ai appris que j'adore le body horror.
Bref, le texte présente une plume assez délicate, qui est assez adaptée au genre, je t'avoue, et qui offre une expérience littéraire assez riche de par son vocabulaire. Bien que l'horreur soit présente, elle se manifeste avec parcimonie, laissant la place à une immersion profonde dans les personnages, leur parcours, leur personnalité, etc. etc. Ça peut entraîner un léger manque de liaison entre les actions parce qu'on passe d'une scène à une autre comme ça pour découvrir les personnages. Mais bon, moi j'ai trouvé que l'ensemble était assez captivant, donc je te conseille ce livre de Gwendolyn Kiss, Sight ou La Faucheuse de Neil Chesterman. Dans La Faucheuse, on se retrouve dans une dystopie où le monde a vaincu la faim. Sans maladie, sans guerre, sans misère. L'humanité a triomphé de tout cela et a même vaincu la mort. Désormais, seuls les faucheurs ont le pouvoir de mettre fin à la vie. Et ils sont mandatés pour le faire afin de maintenir la population à un niveau, on va dire, contrôlable. On y suit Citra et Rowan qui ont choisi, tu comprendras qu'ils n'ont pas vraiment choisi, mais qui vont devenir apprentis faucheurs d'une manière ou d'une autre. C'est un rôle qu'aucun d'eux ne souhaitait de base, je t'avoue. Ces adolescents doivent maîtriser l'art, entre guillemets, de prendre la vie, sachant que l'échec pourrait signifier leur morale. L'histoire est originale, passionnante, avec des personnages qui ont su me foutre le seum, mon gars, de temps en temps, mais bon, ils restaient cohérents, tu vois. Donc, c'est vrai que j'aime pas les personnages qui m'énervent, mais quand ça reste cohérent, je me dis ok, ça passe. En lisant le titre, on peut imaginer que le thème prédominant de l'ouvrage sera la mort. Pourtant, ce qui m'a tapé aux yeux, c'est plutôt la relation qu'on a avec la mort lorsqu'elle devient contrôlable. Que devient le but d'une vie lorsqu'elle n'a pas de fin potentielle? Et lorsqu'une action comme tuer devient légale, est-ce que la dimension immorale devient obsolète? C'est au final une œuvre profondément philosophique, en tout cas ce fut au Wild Ride et j'ai plus que hâte de lire la suite qui m'attend sagement dans ma bibliothèque. Ring Shout de P. Djeli Clark. Le livre se déroule dans les années 1920-1910, un truc comme ça, période où The Birth of a Nation, le film, a propagé l'influence du Ku Klux Klan, KKK. Le Ku Klux, ayant des idées obscures, tu t'en doutes, va répandre la peur et la violence. On va suivre Maryse Boudreau et ses potes, dont un tireur d'élite et une combattante d'Harlem, qui sont tous les trois des résistants. Leur mission est de combattre les démons du clan. Cependant, à Macon, ou Masson, je sais pas comment prononcer le nom de la ville, quelque chose de sinistre se prépare, intensifiant la guerre contre l'enfer avec un grand E. Ce récit m'a beaucoup fait penser à Lovecraft Country de Matt Ruff. C'est le même type de fantastique, c'est le même type d'horreur. C'est un récit qui est profondément ancré dans l'histoire afro-américaine, faut le savoir. C'est de l'horreur en fait qui va rappeler les choses réelles qui ont été faites aux Noirs en Amérique et dans le monde d'ailleurs. Et les actes odieux décrits sous couvert de fantaisie horrifique ont bel et bien existé dans l'histoire et l'auteur nous le fait très bien comprendre. Du reste, les personnages sont assez intéressants, le plot est aussi d'une originalité certaine. Tout ça pour dire que je vous recommande à 100% ce livre, surtout l'audiobook qui est vraiment magistral. Les objets maudits de Emily Norsken. Dans le royaume de Catelune, anciennement sous le joug d'un protectorat imposé par l'Empire d'Estienne, naissent des objets maudits, alimentés par les émotions négatives des humains. Ces objets engendrent des créatures sanguinaires, les Rancura, qui terrorisent la population. On suit Novem, qui est chasseur itinérant et sera envoyé par la reine de Rose ou un truc comme ça, à la forteresse de Valture. Faudrait vraiment que j'apprenne mieux mes scripts, mais bref. À la forteresse de Valture pour éliminer un Rancura meurtrier. Entre rêve et poursuite, Novem doit affronter son passé trouble et l'avenir incertain de son pays. Bon, voici ce que l'autrice propose ici. Un plot compliqué, mais très bien exploité. Beaucoup de show au lieu de tell, we love that, et 100% de personnages gris. On a des développements de personnages non prévisibles, bref, c'est clairement tout ce que j'aime en fait. J'avoue que j'ai un peu galéré au début avec la plume qui est très adulte. Je suis contente d'avoir persisté parce que quelle belle découverte. Attention cependant, ici on est sur un récit complètement adulte, très dur. Je me rappelle plus exactement des trigger warnings, donc je t'invite à checker éventuellement sur internet, sur la page de l'autrice, sur la page de la maison d'édition, peu importe. Je me rappelle juste que c'était un récit qui était très très dur, mais que j'ai adoré, donc que je te conseille. Les 12 d'Aritsar de Jordan Ifueko. Dans l'empire d'Aritsar, l'empereur et ses 11 conseillers sont liés par le pouvoir du rayon. Ce pouvoir les rend
inséparables, un peu comme des âmes sœurs. Cependant, seul un des conseillers de l'empereur, j'allais dire du roi, mais je crois que c'est un empereur, de l'empereur peut le tuer du coup, d'où la proximité et le fait que ce soit des âmes sœurs. On suit Tarisai, qui a été élevé loin de la capitale et qui est ensuite envoyé à la sélection des conseillers du prince Dayo. Sa mère va la contraindre par un vœu magique à une mission inattendue qui est de gagner l'amitié de Dayo avant de, tu l'auras compris, le tuer. À 16 ans, le lien entre Tarisai et le prince Dayo du coup est de plus en plus fort et elle va devoir décider si elle suit son propre chemin ou si elle cède entre guillemets, au vœu de sa mère. J'ai à peu près tout aimé dans ma lecture. Je recommande ce livre chaudement si tu veux une fan family remplie d'amour sain. Sachez que c'est ma trope préférée, le fan family. Une représentation asexuelle, je crois que c'était l'une de mes premières fois d'ailleurs que j'ai lu ça. Des personnages gris par-ci, par-là, un peu partout, des remises en question de tradition et beaucoup de bienveillance. Le synopsis est simple, pourtant l'autrice arrive à nous surprendre avec des plot twists assez improbables. C'est un livre que tu verras rempli d'amour, de combats, des combats pour la justice, pour des réparations, pour le droit d'être soi, pour la liberté tout simplement. Par contre, je précise que c'est un récit young adulte dans lequel tu as les codes du young adulte. Par contre, l'avantage, c'est qu'il n'y en a pas les clichés. Et ça, on adore. Voilà, je pense que ça en fait 10. J'espère que je n'ai pas trop parlé, j'espère que je ne t'ai pas ennuyé. Ce sont les 10 livres qui m'ont marqué cette année. Je sais pas si tu verras cette vidéo, je pense que je posterai cette vidéo en première. Donc welcome back sur ma chaîne. Normalement pour toi, ça fait un moment qu'il n'y avait pas eu de vidéo. Je suis de retour. La vidéo que tu vas pouvoir voir ensuite, ça sera un simple chit-chat sur cette nouvelle année qui commence, ce que tu pourras attendre de moi, ce que je vais attendre de vous en tant que viewers. Et yeah, I think that's all. Take care. Passez une merveilleuse année. J'allais dire dans la paix. Je sais pas si on mérite la paix dans ce pays. Est-ce que vous pensez que la France en tant que pays mérite la paix? I mean, personnellement, je veux la paix, mais regardez vos politiques. Anyway, j'ai dit que je parlais pas de ça aujourd'hui. So, take care. Buvez de l'eau, hydratez-vous, faites bien vos skincare, prenez soin de vous et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!